Abargadon, Abargadon. Malheureusement, Ma vie est un enfer est aussi sympatoque. Sympatoche. Pas du tout sympatoque. Ah, qu'un chibre de l'enfer, j'ai failli dire. Ah là là. C'est précieux. Ouf, ouf, ouf. Ouf, ouf, ouf. Bonsoir, c'est Elvira. Le film est ressorti en 4K. C'est un running gag. Hello and welcome to Prime Team Beach. Aujourd'hui, on part sur une toute nouvelle thématique proposée par Lumisco, l'enfer. Comme pour les précédents jours, j'ai tenté de vous proposer une petite sélection, alors c'est parti. Le premier film au programme de la thématique enfer est un long métrage que j'ai découvert durant mon enfance. Il s'agit de Ma vie est un enfer, réalisé par Josiane Balasco et sorti en 1991. Dans Ma vie est un enfer, la douce et naïve Léa, ici interprétée par Josiane Balasco, passe sa vie à se plier aux volontés des autres. Un beau jour, elle se retrouvera un peu par hasard avec un mystérieux miroir qui renferme le démon Abargadon, qui lui n'a qu'une idée en tête, posséder son âme. Et pour ce faire, il faudra que Léa signe un pacte avec le diable. Je suis désolé, d'habitude j'arrive dans la pièce principale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Restez où vous êtes. Abargadon, serviteur. Je vous préviens, si vous approchez, je vous asperge et je le ferai. Appelle-moi Abba, ça va plus vite. Mais il y a un petit hic, elle est aussi sur la liste du paradis, et l'archange Gabriel ne compte pas se laisser faire. Finis ton verre. T'es nerveux? C'est quoi ça? C'est un formulaire de pacte. La venue de ce démon dépeint par un Daniel Auteuil en roue libre dans son pantalon en cuir permettra à la timide Léa de sortir de sa coquille et de redécouvrir le monde. Abar est le seul être qui semble lui porter de l'attention et bientôt elle finira par avoir des sentiments pour lui. Ici, Josiane Balasco propose une relecture complètement déjantée de La beauté du diable de René Clair. Malheureusement, Ma vie est un enfer est aussi symptomatique de son époque, avec des blagues pas toujours de bon goût et le fameux archétype des personnages féminins faussement moches et gros. Ici, Josiane Balasco est loin d'être grosse, même si elle est bien souvent définie en tant que telle. Mais du loin que je m'en souvienne, il s'agit aussi d'un des premiers personnages avec une corpulence normale, illustrée à l'écran, avec d'aussi belles tenues. La magnifique robe rose de Balasco est encore figée dans ma mémoire. Ma vie est un enfer est un film doudou, où la comédie frôle la romance, mais aussi le drame. Ici, Daniel Auteuil s'avère être bien plus qu'un sous-fifre de l'enfer, mais aussi un ange gardien pour Léa. Se prenant même d'affection pour elle, il finira par ressentir de l'empathie pour Léa. L'aboutissement du long métrage ne sera alors pas de sauver son âme, mais bel et bien de rendre Abar plus humain. La nuit est à nous, ma chère Léa. Balasco renverse savamment les codes dans son long métrage et ici tel est prix qu'il croyait prendre. Le film de Josiane Balasco est une comédie fantastique improbable qui s'avère être totalement jouissive et foutraque. Le tout accompagné d'une bande originale composée par les Rita Mitsuko. Cela dit, mourir du tétanos maintenant ou d'autres choses dans 3 mois, s'il faut mourir, mourons. Ma vie est un enfer est un film excessif et touchant, avec une Léa timide qui finira par trouver sa voie grâce au diable, et ce dans un final surprenant. Ici, les rôles seront totalement inversés, et tandis que Abar deviendra un humain frêle, Léa, elle, finira en PDG de sa propre boîte, et cette fois-ci, elle collectera des âmes pour le diable. Léa luttera et évoluera tout au long du film afin de devenir une femme forte et bien consciente de ses pouvoirs, même si elle finira tout de même par rejoindre le côté obscur. Le long métrage de Josiane Balasco est loin d'être parfait, mais il reste et restera l'un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Une incursion dans le fantastique qui a sans doute marqué ma cinéphilie et l'un de mes films favoris de Josiane Balasco. Il n'est malheureusement pas encore sorti en Blu-ray en France, mais je ne désespère pas. Oui. Ralenti. Prenne. Oui. C'est l'atterrissage le plus délicat. Enchaînons avec un film fantastique aux airs de fable que j'aime tout particulièrement. Un long métrage néerlandais mais connu qui est pourtant totalement fascinant.
Il s'agit du film Les Ailes de la Renommée, coécrit et réalisé par Otakar Votoket, dont c'est d'ailleurs l'unique long métrage. Du côté de la production, on retrouve le réalisateur Dick Maas, connu pour des œuvres telles que L'Ascenseur ou encore Amsterdammed. Les Ailes de la Renommée suit deux hommes, un célèbre acteur et son meurtrier, alors qu'ils sont emmenés dans les limbes suite à leur décès. Ici, le long métrage s'illustre comme une fable sur la nécessité d'être reconnu de son vivant, mais aussi dans sa mort. Et plus que ça, il s'agit d'une allégorie de la célébrité et de son aspect éphémère. Le long métrage de Otakar illustre les limbes comme un somptueux palace, où les personnages célèbres peuvent séjourner tant qu'ils sont encore adulés dans le monde des vivants. Ainsi, ce luxueux tombeau ne sera que faussement paradisiaque, et nos protagonistes n'auront qu'une crainte, celui de finir dans l'oubli. La véritable mort dans les ailes de la renommée, c'est l'oubli et l'anonymat, un constat qui nous plonge dans une morosité et une mélancolie durant l'intégralité du long métrage. Le tout accompagné de personnages égocentriques qui ne cessent de ressasser leur succès passé. Une fable portée par un trio d'acteurs aussi improbable que fascinant, avec un Peter O'Toole qui n'a Dieu que pour lui-même, Colin Firth en tueur désespéré, mais aussi une Marie Trintignant qui se balade dans cet hôtel tel un esprit mélancolique. Les Ailes de la Renommée est un long métrage intimiste et touchant, et bien qu'il relève du registre du fantastique, c'est un fantastique qui n'est jamais dans la surenchère. Nul doute que nous nous trouvons dans les limbes, même si ce long métrage reste encore une fois humble dans son utilisation du fantastique. Mais la présence du Styx et de cette île qui évoque tout de suite le tableau de l'île des morts d'Arnold Böcklin suffisent. Ici, le scénariste met en place des limbes qui ne seraient qu'une grande salle d'attente où les défunts guetteraient leur tour. Une imagerie que l'on retrouvera dans le magnifique film de Jacques Demy, Parking, s'inspirant du mythe d'Orphée et Eurydice. Eurydice. Que fais-tu? Eurydice, m'entends-tu? Loin d'avoir la renommée qu'il mérite, ce long métrage a tout de même eu le droit à une restauration Blu-ray sortie en 2021. Une chance de découvrir cet ovni dans les meilleures conditions possibles. Un autographe, s'il vous plaît. Vous, pourquoi? Oui. Moi? Oui. Pour vous? Une petite relecture d'Orphée et Eurydice made in 80, ça vous tente? Allez, c'est parti! Non, on ne parlera pas de Parking, mais du long métrage de Hate de Jong, L'autoroute de l'enfer, sorti en 1992. Fabriquée avec l'eau la plus polluée de ce bon vieux Styx. La bière Styx est 3 fois plus toxique que les autres bières sur le marché. La pire de toutes les bières, la bière la plus amère, la plus mortelle des bières. Buvez de la bière Styx! Avec L'autoroute de l'enfer, Ed Jong nous livre un long métrage surréaliste et foutraque à l'image de son autre film Drop Dead Fred. Drop Dead Fred est encore plus méconnu que L'autoroute de l'enfer. Il suit Elisabeth, alors une jeune adulte, qui se retrouve soudain face à son ami imaginaire Drop Dead Fred. Si vous ne connaissez pas ce long métrage, je ne peux que vous le conseiller. Du côté du scénario, on retrouve Brian Helgeland, que vous connaissez sûrement pour son film Chevalier, l'un des meilleurs films de Heath Ledger. Non, je veux rien entendre, il ne s'agit pas de Batman. Toute la folie de Helgeland est injectée dans le scénario de L'autoroute de l'enfer pour notre plus grand plaisir. Lors de sa sortie, le long métrage n'a pas trouvé son public. Et pour cause, le film est tellement riche que l'on pourrait s'y perdre, comme Charlie et Rachel. Ici, nos deux tourtereaux ont pris la route de nuit afin de vivre leur amour en toute liberté, mais malheureusement pour eux, ils prendront une route de malheur, un chemin vers l'enfer et un mystérieux policier kidnappera Rachel afin qu'elle devienne la concubine du diable. Rien que ça. Ed de Jong nous embarquera alors dans une virée d'enfer digne du purgatoire de Beetlejuice. Et Charlie ne reculera devant rien afin de sauver son amour. Le film mélange savamment la comédie, la romance, le road movie et l'horreur. Chad Love et Kristy Swanson sont plus que convaincants en amoureux transis que l'enfer ne saurait séparer. Et on repérera quelques petits caméos tels que Ben Stiller, Amy Stiller ou encore Jerry Stiller. L'autoroute de l'enfer est un film qui vous donnera la pêche. C'est une comédie complètement barrée, tant par ses effets visuels que par son récit.
Toi qui entres ici, abandonne tout espoir. Le long métrage est sorti en Blu-ray dans la collection Angoisse de chez Rimini, que j'aime tant, alors foncez. Sois pas vache, file-moi une autre tasse, bon. Ouais, je sais, t'es pas méchant. C'est juste la cervelle qui s'est desséchée à vivre en compagnie de tous ces tarés. Et enfin, pour finir, je vous propose un peu d'horreur dans l'espace avec Event Horizon sorti en 97 et réalisé par Paul W.S. Anderson, oui, le même Paul W.S. Anderson de Resident Evil. En 2047, le vaisseau de Lewis et Clark s'apprête à rentrer au bercail quand il embarque le physicien William Ware. Accompagné de l'équipage du Lewis et Clark, Ware tentera de mener à bien sa mission, retrouver l'épave de son vaisseau, le Event Horizon. Après de nombreuses recherches, l'équipage finira par trouver le dit vaisseau et enquêtera sur ce qui a causé sa perte tout en luttant pour sa propre survie. Event Horizon est un film pour le moins surprenant et auquel je n'ai pas tout de suite songé pour la thématique sur l'enfer, mais il rentre bel et bien dans cette catégorie. Ici, le vaisseau du Event Horizon était à la base conçu pour traverser la galaxie à une vitesse incroyable, mais il semblerait qu'il ne l'a pas seulement traversé. Il a ramené autre chose avec lui et il a même ouvert une porte vers l'enfer. L'équipage du Lewis et Clark devra alors survivre dans ce vaisseau de l'enfer où leurs péchés viendront les tourmenter jusqu'à leur mort. Un concept de l'enfer que l'on retrouvera bien des années plus tard dans le film Catacombes réalisé par John Ewick Dowell. La première version du scénario ne présentait pas autant de références au monde des enfers, mais c'est Paul W.S. Anderson qui demandera une réécriture car il jugera que le film ressemblait trop à Alien. Les scénaristes s'inspireront alors de La Maison du Diable de Robert Wise et de Shining pour leur deuxième version du scénario. Event Horizon m'a instantanément évoqué le vaisseau de l'angoisse, même s'il s'en éloigne dans sa seconde partie. Bon, et aussi parce que nous ne sommes pas sur l'eau mais dans l'espace, mais ça c'est un détail. Event Horizon est un film prometteur qui se conclut dans un final grandiose de chair et de sang, digne d'un débarquement de Cénobites. Le tout accompagné d'un Sam Neill terrifiant en serviteur de l'enfer. Une vibe pas très étonnante puisque Clive Baker a participé au projet en tant que consultant de direction artistique. Ce n'est plus votre équipage, il appartient au vaisseau. Et même si je suis frustrée de ne pas pouvoir découvrir la Director's Cut qui est apparemment bien plus sombre et gore que la version finale, je trouve Event Horizon et son concept de l'enfer très pertinent. Et pour ne rien gâcher, les décors sont tout simplement incroyables. Billy. Le film est ressorti en 4K il y a très peu de temps, dans une édition qui n'a malheureusement aucun bonus. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est au tour de Fabien Moreau de nous proposer sa carte blanche. Merci à toi ma chère Mylène de m'inviter pour ton calendrier d'Halloween pour parler de la thématique enfer. Je suis Fabien Moreau et aujourd'hui je vais vous parler de Cette nuit, ton corps m'appartiendra de José Moreca Marins, réalisé en 1967. Mais qui était José Moreca Marins? C'était un réalisateur, acteur et scénariste brésilien qui lança l'horreur locale en 1964 avec À minuit, je posséderai ton âme, un film révolutionnaire, innovant, qui lança la carrière du personnage qu'il inventa à l'époque, à savoir Zedo Caxiao, alias Coffin Joe, en terrain anglophone. Mais alors, qui est Zedo Caxiao? Alors, c'est un fossoyeur qui vit dans un petit village du Brésil. C'est quelqu'un d'extrêmement craint par la population locale. Il ne faut surtout pas se moquer de lui ou le provoquer, parce que sinon, il risque tout simplement de vous mutiler ou vous torturer. Voilà. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. D'ailleurs, il n'hésite pas à manger de la viande le jour du vendredi saint. Voilà. Mais c'est aussi, avant tout, un personnage fondamentalement nichéen, qui croit en l'existence de l'être pur, de l'être supérieur, de l'Obermensch, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il tente d'avoir, à plusieurs reprises, un enfant avec son épouse, qui malheureusement ne peut pas procréer. Et tout cela va l'inciter à violer la compagne de son meilleur ami. Et donc, bien entendu, notre cher Zedo Caxiao va basculer dans une spirale de meurtre et de machination diabolique. À minuit, je posséderai ton âme va remporter un immense succès au Brésil, au point que José Moreca Marins va faire revenir son personnage de Zedo Caxiao 3 ans plus tard dans Cette nuit, ton corps m'appartiendra. Et cette fois-ci, notre bon vieux fossoyeur qui a survécu à ses blessures du film précédent va s'associer avec Bruno, qui est un colosse défiguré, et tous les deux, ils vont kidnapper plusieurs jeunes femmes et les enfermer dans une maison, et donc Zé va les soumettre à une série de tests, de violences, de sévices et de tortures, qui va lui permettre de sélectionner la femme qui juge la meilleure, la plus apte pour porter son enfant. Voilà, c'est une sorte de casting.
Alors ça va aller d'attaque de migale à étranglement par serpent. Et d'ailleurs, malheureusement, sans le savoir, Zé met enceinte l'une des candidates qui finit justement étouffée par un serpent. Et durant une nuit d'orage, rongée par la culpabilité, basculant dans un délirium profond, notre cher Zé est kidnappé par une sorte de proto-Slenderman qui finit par l'attirer dans les enfers. Et c'est là où le film prend une autre dimension, puisqu'il bascule du noir et blanc à la couleur dès lors qu'on pénètre les enfers. Et là, on découvre des grottes en technicolor pailletés, on voit des corps, comme ça, des membres comme ça qui sortent du sol, on voit des victimes dénudées, femmes comme hommes, se faire embrocher, empaler, hurler à la mort. Et là, Zedo Kaxiao a une révélation puisqu'il se voit lui-même en Satan. Voilà. Donc je vous incite vraiment à découvrir le film, hein. Je n'irai pas plus loin pour ne pas vous le déflorer davantage. Si vous voulez le voir, il est disponible dans le coffret Inside the Mind of Coffin Joe qui vient de sortir en Angleterre chez Arrow Video. Ma chère Mylène, je te rends l'antenne, je te souhaite un magnifique Halloween ainsi qu'à tes followers. Ciao! Merci beaucoup Fabien pour cette carte blanche, je vous mets le lien vers ses réseaux en description. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai une page Tipeee. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween 2023 et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonsoir mes petites goules, faites de mauvais rêves.